Allen Hornblum, une conspiration du silence a entouré des expérimentations sur des détenus afro-américains. Propos recueillis par Catherine Marie pour Le Monde. Entre les années 1950 et 1970, des milliers de prisonniers afro-américains de la prison d'Holmesburg, à Philadelphie, ont servi de cobayes pour des expériences médicales menées par un dermatologue influent de l'université de Pennsylvanie, Albert Klingman. Elles visaient à tester des produits pour le compte d'entreprises tels que les cosmétiques Helena Rubinstein, les laboratoires Johnson & Johnson ou Dow Chemical, ainsi que pour l'armée américaine. Les détenus ont été exposés à des produits pharmaceutiques, à des agents infectieux comme le virus de l'herpès ou le staphylocoque doré, à du LSD, à des composants de l'agent orange. Ces expériences ont été interrompues en 1974 et il a fallu près de 50 ans pour que les premières excuses officielles soient émises. En août 2021, le doyen de la faculté de médecine de Pennsylvanie reconnaissait officiellement qu'Albert Klingman avait dénié le consentement libre et éclairé des prisonniers. Lui emboîtant le pas, le conseil municipal de la ville de Philadelphie a adopté le 20 octobre une résolution émettant des excuses officielles pour ces actes odieux d'abus et de torture. Le traitement lamentable des prisonniers de la prison d'Holmesburg dans les années 1950 et 1970 devrait être examiné en profondeur, tandis que la persistance du racisme médical dans notre société devrait être étudiée et cessée, précise cette résolution. L'écrivain et militant Allen Hornblum a été témoin de ces expérimentations alors qu'il travaillait au sein du système pénitentiaire de la ville de Philadelphie. Auteur du livre Hackers of Skin, en 1988, qui a révélé cette affaire au grand public, il a été impliqué, aux côtés d'un groupe d'anciens prisonniers, dans la lutte ayant mené à cette reconnaissance. Question. Dans quelles circonstances avez-vous découvert ces expérimentations médicales ? La prison d'Holmesburg était l'une des 3 prisons du système pénitentiaire de la ville de Philadelphie, et j'y enseignais dans le cadre d'un programme éducatif public. Lorsque je m'y suis rendu pour la première fois, j'ai été choqué par ce que j'ai vu, et particulièrement par les bandages que portaient les prisonniers. Ils présentaient aussi des irritations ou des marques qui ressemblaient à des tatouages. J'ai d'abord pensé à des affrontements entre gangs, mais lorsque j'ai interrogé un garde le lendemain, il m'a répondu qu'il n'en était rien, qu'il s'agissait juste d'expérimentations menées par l'université de Philadelphie, destinées à tester des parfums. Je pensais qu'il plaisantait. Ces hommes vivaient dans des conditions sanitaires déplorables, ils sentaient mauvais, comment pouvait-on tester des parfums sur eux ? J'ai insisté et j'ai reçu la même réponse. Je suis quelqu'un de méfiant vers les institutions, car je sais que des abus peuvent y être commis. Et je me suis vite douté qu'il s'agissait d'essais cliniques. J'ai commencé à creuser, et j'ai alors appris que les prisonniers étaient payés $1 par jour pour se prêter à tout un tas de tests dermatologiques. Ils vendaient un morceau de leur peau pour gagner l'argent dont ils avaient besoin pour s'acheter une brosse à dents ou soutenir leurs proches. Le montant s'élevait à $2 lorsque les essais étaient menés pour l'armée américaine, alors que, pour le ménage, les détenus n'étaient payés que 25 cents par jour. Question. Vous avez tenté d'en savoir plus, mais vous en avez été dissuadé. Les réponses des gardes ne me satisfaisaient pas car ils ignoraient ce qui se passait. Dans cet environnement paramilitaire, les gens sont habitués à respecter les ordres, et en l'occurrence, il ne fallait pas poser de questions. Je bousculais cette habitude et devais me contenter de ce que j'avais appris, à savoir que les détenus recevaient toutes sortes de produits par voie intraveineuse ou orale, ou par application sur leur tête ou sur leurs pieds, et que le médecin supervisant ces expériences était le docteur Klingman, un dermatologue influent de l'université de Pennsylvanie. Tous les témoins que j'ai questionnés ne voyaient pas où était le problème, et cela m'a un peu perturbé. Je constatais que les détenus étaient noirs et illettrés dans leur écrasante majorité, alors que les médecins qui leur rendaient visite étaient blancs et diplômés. Il m'arrivait aussi de voir des militaires en uniforme, et j'ai compris qu'il y avait une histoire derrière tout ça. J'ai partagé mes inquiétudes à mes supérieurs et ils m'ont répondu « Écoute, Allen, on ne veut pas de problème avec ces gens-là. Si on parle, notre projet éducatif va être arrêté et les prisonniers vont perdre la possibilité de suivre ce programme. » Question. Les expérimentations de la prison d'Holmesburg ont été interrompues en 1974. Pourquoi ? C'est le moment où a été révélé le scandale de Tuskegee qui a choqué l'opinion publique. Entre 1932 et 1972, les métayers noirs de Tuskegee, une ville reculée de l'Alabama, ont été recrutés en ignorant la véritable raison dans une étude visant à documenter l'évolution de la syphilis sans traitement. Ils ont été privés d'accès à la pénicilline lorsqu'elle est devenue disponible. Ce scandale a marqué un tournant dans l'histoire de la bioéthique aux États-Unis. Le principe du consentement éclairé émane en effet du Code de Nuremberg, établi en 1947 à la suite du procès des médecins nazis.
La communauté médicale des pays européens s'est sentie concernée par ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Mais aux États-Unis, en dépit de ce principe, des expérimentations médicales ont continué à être menées sur des populations vulnérables, tels les enfants atteints de pathologies mentales ou marginalisés, comme les Noirs. Question. Comment avez-vous reconstitué l'histoire qui s'est déroulée à la prison d'Holmesburg ? En 1972, j'ai retrouvé certains de ces détenus alors que je travaillais au bureau du shérif de Philadelphie. J'étais connu dans ce milieu car impliqué en tant qu'activiste dans un mouvement de réforme pénitentiaire. Ils m'ont raconté leur histoire, m'ont donné le nom d'autres détenus qui avaient développé des séquelles à long terme, dont certains étaient à la rue ou derrière les barreaux. J'ai aussi contacté d'anciens médecins. Certains n'acceptèrent de parler qu'en présence d'un avocat, d'autres raccrochèrent au téléphone, d'autres encore reconnurent qu'ils avaient toujours eu peur que quelqu'un comme moi vienne un jour les interroger. À partir de là, je me suis investi corps et âme dans l'enquête. J'ai pu obtenir de nombreux documents gouvernementaux qui m'ont renseigné sur les expériences que menait Klingman et sur les entreprises qui lui commandaient des recherches. Après de multiples tentatives, j'ai aussi obtenu un long entretien téléphonique avec lui. Il a défendu son programme de recherche en soutenant qu'il n'avait fait de mal à personne et que les détenus avaient de la chance que quelqu'un s'intéresse à eux. Il n'aimait pas qu'on le compare au docteur Mengele qui avait mené des expérimentations médicales dans le camp d'Auschwitz parce que, disait-il, lui-même était juif. Vous avez finalement publié Acres of Skin en 1998, dont le titre est inspiré d'une citation de Klingman. J'ai trouvé cette citation dans un vieux journal. Klingman y disait qu'il pouvait faire toutes ces expériences parce qu'il avait accès à des hectares de peau. Klingman était un homme brillant, créatif et sans éthique. Il avait une vision très entrepreneuriale de la recherche avec pour objectif de gagner de l'argent. Il a fait de la prison d'Holmesburg une sorte de grand magasin de l'expérimentation médicale qui vendait des opportunités de tests médicaux. Si quelqu'un voulait expérimenter quelque chose, il pouvait le faire là. Aucune personne de son entourage n'a donné l'alerte. C'était une conspiration du silence. Question. Il a fallu plus de 20 ans pour que l'université de Pennsylvanie puis la ville de Philadelphie reconnaissent le scandale. Pourquoi ? À sa sortie, mon livre a reçu un important écho médiatique et certains détenus ont appris ce qui leur était arrivé alors que les réponses qu'on leur avait données jusqu'à présent étaient vagues. On leur avait, par exemple, administré des isotopes radioactifs en leur faisant croire qu'il s'agissait de substances inoffensives. Ils ont commencé à s'organiser en m'invitant à parler dans leurs réunions. L'un d'eux, Leodius Jones, était très actif et, après sa mort, sa fille a pris le relais. Des manifestations étaient organisées devant l'université de Pennsylvanie pour faire pression sur le docteur Klingman. On a répondu aux participants que ces expériences étaient conformes aux règles éthiques en vigueur à l'époque. Les détenus ont également tenté d'engager des poursuites, mais le dossier a été classé sans suite pour prescription. En plus d'être noirs, ces hommes étaient considérés par la société comme d'anciens criminels et ne valaient donc rien. En 2003, le prestigieux collège des médecins de la ville de Philadelphie a même décerné à Albert Klingman un prix pour sa carrière, ce qui a été vécu comme un affront par ses détenus. Il a continué à être honoré par l'université de Philadelphie, qui est aujourd'hui acculée à la reconnaissance du problème en raison de la montée en puissance d'une conscience noire, notamment avec le mouvement Black Lives Matter. Ces excuses sont donc importantes. Les gens doivent savoir que si des humains ont été utilisés comme cobayes au nom de la science, et que cela s'est passé ici, aux États-Unis, et pas seulement dans l'Allemagne nazie. Si cela arrive encore, il faut que des citoyens le dénoncent.